Savez-vous que nous devons une respiration sur 2 à l'océan ? Il produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. C'est aussi le plus grand écosystème de la planète et l'une de nos principales sources de nourriture. Jusqu'à aujourd'hui, il a joué un rôle protecteur majeur en absorbant 25% du CO2 et 90% de la chaleur liée à l'activité humaine et environ 17 millions de tonnes de déchets plastiques. Mais cette capacité d'absorption a atteint ses limites. Le réchauffement de l'eau, l'acidification et la pollution, toutes issues de l'activité humaine, perturbent les équilibres biogéochimiques marins. Et ces perturbations s'inscrivent dans des boucles de rétroaction. Autrement dit, l'océan ne joue plus seulement un rôle d'amortisseur. Il devient lui-même source d'aggravation du problème. Il émet désormais du protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2. L'exploitation des océans pose aussi des enjeux directs, sanitaires, avec l'ingestion de microplastiques nocifs pour des organismes marins, des enjeux sociaux, avec des violations des droits humains dans certaines filières de surpêche industrielle. Et pourtant, la pêche marine représente 57 millions d'emplois dans le monde. Elle constitue la principale source de protéines pour plus de 50% des populations des pays les moins avancés. Les activités liées aux océans représentent près de 3 milliards de dollars de PIB mondial. Et plus de 3 milliards de personnes en dépendent pour vivre. Autrement dit, nous sommes face à une dépendance systémique. Il faut donc naviguer avec une tension structurante. Préserver les écosystèmes sans déstabiliser les systèmes économiques et sociaux. Le problème est d'une telle ampleur qu'il engage l'ensemble des parties prenantes. Mais pour des étudiants en business, une question centrale se pose. Quelles perspectives doivent adopter les entreprises ? Pour répondre, on peut considérer l'océan comme une infrastructure invisible de l'économie mondiale. Comme toute infrastructure critique, il soutient des flux essentiels. Des flux biologiques qui alimentent les systèmes alimentaires, des flux énergétiques qui régulent la température de la planète, et des flux économiques, puisque près de 90% du commerce mondial transite par des routes maritimes. Autrement dit, l'océan fonctionne comme une plateforme écologique et logistique globale. Et comme toute infrastructure critique, lorsqu'elle se dégrade, ce sont l'ensemble des systèmes productifs qui deviennent vulnérables. Extraction de ressources, transport maritime, production alimentaire, les pressions exercées sur les océans sont le produit de décisions économiques et organisationnelles. Cela signifie que les entreprises ne sont pas seulement une partie du problème, elles sont aussi une partie essentielle de la solution. Agir sur l'ODD 14, c'est conserver, exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines, et cela implique d'intervenir à 3 niveaux. Macro, méso et microéconomique. Au niveau macroéconomique, les entreprises doivent intégrer les cadres réglementaires internationaux et nationaux. Par exemple, l'accord sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales entrera en vigueur en 2026. Dans le secteur de la pêche, il existe aussi de nombreux écolabels et standards de durabilité. Mais une grande partie de ces labels manque de transparence ou n'est pas alignée avec des critères scientifiques. Les entreprises peuvent choisir donc de participer activement à l'élaboration des standards plus exigeants et elles ont un intérêt stratégique à le faire. L'avantage du first mover théorisé par Michael Porter montre que les entreprises qui contribuent en premier à définir les règles du jeu sur un marché peuvent influencer les standards futurs et construire un avantage compétitif durable. Au niveau mésoéconomique, l'enjeu central concerne les chaînes d'approvisionnement globales. Certaines sont directement liées aux océans. La chaîne de valeur des produits de la mer, évidemment, mais aussi celle de la construction, qui dépend fortement de l'extraction du sable marin utilisé dans le béton, ou encore le tourisme côtier qui dégrade les récifs coralliens lorsqu'il n'est pas régulé. Mais il existe aussi des liens indirects. La logistique maritime, par exemple, qui structure les échanges mondiaux, ou les systèmes industriels dépendant d'hydrocarbures offshore. Enfin, intégrer des approches d'économie circulaire dans les chaînes d'approvisionnement, éco-conception, boucle logistique retour, recyclabilité, permet de limiter les flux de déchets qui finissent dans les océans. À l'échelle microéconomique, le rôle du manager est déterminant, car ce sont ces décisions, choix de fournisseurs, conception produit, investissement, qui structurent concrètement l'empreinte des entreprises sur les océans. Et ici, il n'y a pas d'opposition entre rationalité économique et éthique. Préserver les océans n'est pas seulement une question de responsabilité morale, c'est une condition structurelle de la production économique à long terme. Parce que l'océan soutient des flux de matière, d'énergie et de valeur au cœur des échanges économiques mondiaux. Agir pour l'ODD 14 nécessite donc une véritable pensée systémique, comprendre les interconnexions entre écosystèmes marins, systèmes économiques et chaînes d'approvisionnement globales. Cela implique des mesures ambitieuses, qui prennent en compte les impacts directs, indirects et les boucles de rétroaction, et qui reposent sur une collaboration entre acteurs publics, privés, for-profit et non-profit, et entre les secteurs industriels. Autrement dit, la responsabilité environnementale et la rationalité économique ne s'opposent pas. Elles convergent. Préserver les océans, ce n'est pas choisir entre l'économie et l'éthique. C'est reconnaître que l'économie ne flotte pas au-dessus de la nature, elle repose entièrement sur elle.